Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous présente mon éléphant. Alors, c'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, de mon éléphant, pas que de lui, aussi de tous ces éléphants que j'ai devant moi. Ces mastodontes qu'il y a derrière chacun et chacune de nous. Si, je vous assure, on en a tous un. Mais bon, on en parlera plus tard. Trêve d'éléphanterie. C'est aussi une histoire de claque. Première claque. J'ai 21 ans, je vais aux Pays-Bas, programme Erasmus. Je rencontre pas mal de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et je me fais deux amis, Raphaël et Nicolas. Ensemble, on se pose à peu près les mêmes questions sur le monde, l'avenir, quelle place on pourrait y jouer. On se fait un marathon de documentaires sur le mystère des pyramides égyptiennes, le réchauffement climatique ou encore les attentats du 11 septembre. Un même constat. Si on veut changer le monde, si on veut faire en sorte que les choses aillent mieux, ce n'est pas en mettant en place une ampoule de basse consommation ou en fermant l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Il faut faire un vrai sacrifice. On apprend que 50% des gaz à effet de serre viennent de la production de viande. Raphaël, en entendant ça, il est allemand, devient végétarien dans l'heure. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. J'aime les hamburgers. J'essaye de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour continuer à manger de la viande, la conscience tranquille. En vain. J'ai vu quelques images qui me dérangent et j'ai du mal. Finalement, je franchis le pas. Je me jette. À cette époque-là, mon éléphant est de taille plutôt modeste, quand même assez fier parce que je suis étudiant à l'étranger et parce que je viens de devenir végétarien. Deuxième claque. À force de voir des documentaires, on se fait une vocation. On se dit on pourrait faire pareil. Si on faisait un grand voyage super écologique, sans argent pour ne rien consommer, en autostop, en bateau-stop jusqu'au Mexique. Alors là, on se dit aussi qu'on pourrait faire un grand documentaire et montrer au monde entier comment est-ce qu'on peut vivre différemment. Je ne vous dis pas la taille de mon éléphant à ce moment-là, et celui de mes deux comparses. Ça se demandait comment on a fait pour entrer dans la première voiture. Le fait, c'est qu'on a envie de changer le monde sur le papier. Mais la réalité est tout autre. Dès le départ, grosse galère. On se retrouve à dormir dans des stations essence, dans des cages d'escalier à grelotter jusqu'au petit matin. Affamé parce qu'on n'a aucune idée de comment récupérer de la nourriture. Là, avec mon éléphant, je ne fais pas le malin. Je me dis, c'est bien de vouloir changer le monde avec des idées anti-consuméristes, mais il faudrait peut-être bien commencer à apprendre à se débrouiller tout seul. Troisième claque. En Espagne, on rencontre des anarchistes qui nous initient à l'art de la récup pour se nourrir et du squattage pour dormir. Mais au Maroc, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de poubelle. Quand on demande les invendus, on nous invite systématiquement à manger. Pareil pour l'autostop, ça fonctionne à merveille, mais les conducteurs ne peuvent pas s'empêcher de nous inviter chez eux pour dormir. Comme ce coup, il y a ce Marocain qui nous trouve en plein milieu de la nuit. Il nous invite chez lui et il insiste pour que nous restions 3 jours dans son appartement, pendant que lui et sa femme enceinte vont chez ses beaux-parents. Au 3e matin, il débarque dans l'appart. « Les gars, ça y est, je suis papa !» Il est tout fou, il nous emmène à l'hôpital et il insiste pour que nous prenions le bébé dans nos bras. Pour lui, on est un peu comme les 3 mages venus annoncer la naissance de son fils. Et il l'appelle d'ailleurs Yahya, l'élu. Le fait, c'est qu'on prend une vraie leçon de générosité au Maroc. Mais ce n'était pas nous qui étions censés montrer au monde comment est-ce qu'on pouvait vivre différemment. Je ne fais pas le fier, mon éléphant non plus. J'ai l'impression que ce que je fais, ce n'est pas vraiment juste. Je suis en train de profiter, je vis sur le dos des autres. Je ne vis pas sans argent. Les Marocains balaient tout ça d'un revers de main. Ils me disent « Machi mouchkil ». Si tu peux recevoir, reçois. Tu donneras quand tu pourras. 4e claque. Je commence à avoir les joues rouges. On trouve un Belge qui nous emmène d'Agadir jusqu'aux îles Canaries. Là, on passe 1 mois et demi. Alors, on a trouvé un squat pour dormir, on va faire les poubelles des supermarchés pour nous nourrir, et tous les jours, on va au port à la recherche d'un bateau. Coup de chance, on tombe sur 2 capitaines italiens qui avaient justement mis une annonce. Et alors, c'est véridique. Cherche 2 femmes, blondes de préférence, pour faire la traversée jusqu'au Brésil. Alors, je ne sais pas s'il y a des femmes blondes dans l'assemblée, mais ils n'ont trouvé personne, étrangement. Et c'est avec nos 3 barbes, finalement, qu'ils embarquent. À bord, c'est plutôt relax. On cuisine, on nettoie, on astique, on prend nos quarts pendant la nuit. Mais on a surtout beaucoup de temps pour penser, pour prendre un petit peu de recul sur cette expérience. Moi et Raphaël, on est assez extatiques. On a l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal, la solution pour changer le monde. L'argent est le problème. Si on s'en passe, tout va aller mieux. On part dans des grands discours le soir. Nos éléphants se font énormes. Le bateau commence à chavirer. Nos 2 capitaines, ça les saoule un petit peu. Ils nous rappellent quand même que si on fait la traversée, c'est parce qu'eux ont tout financé. Les tensions montent et il est temps de débarquer.
5e claque. On arrive au Brésil dans la ville de Recife, qui porte très bien son nom. Je pense qu'on peut dire que nous échouons plus qu'autre chose. Il y a des centaines de gens qui dorment à même la rue. Le jour, ils écument les poubelles. On ne trouve rien à se mettre sous la dent. Un soir, on trouve quand même un petit refuge pour passer la nuit. Mais on nous réveille en plein milieu de la nuit et on nous menace de mort. Pour Nicolas, c'est un peu trop. Il décide d'arrêter l'aventure. Il ne veut plus continuer. Raphaël et moi-même, on est un peu aveugles. On n'est pas du tout à l'écoute avec nos gros éléphants. C'est un coup dur, mais on essaye de l'oublier. Non, on va continuer coûte que coûte, on ira jusqu'au Mexique. Et on reprend la route à 2. Un peu plus loin, on se retrouve bloqué dans une station essence. C'est notre karma. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Franchement, je vous le dis, j'ai vraiment envie d'arrêter. J'aimerais abandonner le voyage à ce moment-là, mais je ne peux pas, on n'arrive même pas à revenir en arrière. Heureusement, on rencontre un camionneur qui accepte de nous laisser dormir à l'arrière de son camion. En prime, il nous invite à manger, jour de fête. Là, j'ai le sentiment que tout va aller mieux. Mais au petit matin, sueur froide. Je me réveille, mes affaires ont disparu. Là, c'est la panique. Je sors du camion, je vais dans la station essence, je cherche quelqu'un, un responsable, en disant qu'il me donne au moins mon passeport. Et à ce moment-là, je me rends compte que c'était en fait le camionneur qui m'avait dérobé. Je le vois partir avec son camion. Et je me retrouve avec une paire de sandales, un short et un t-shirt. Mon éléphant, là, je crois qu'il est complètement désintégré. Et justement, grâce à ça, j'y vois peut-être un petit peu plus clair. D'un coup, je me rends compte que ça fait des mois que je bassine tout le monde sur cette idée de sans argent. Mais j'avais un sac à dos et dedans une carte bancaire dissimulée dans une poche secrète. Là, je me dis qu'au final, je l'avais peut-être bien cherché, ce vrai dépouillement. Désormais, j'étais vraiment ce que je prétendais être, un voyageur sans argent. Claque numéro 6. On remonte en Guyane, je refais mon passeport, nous longeons la côte jusqu'en Colombie, nous traversons l'Amérique centrale et arrivons enfin au Mexique. La copine de Raphaël qui nous avait rejoint tombe enceinte et il décide de rentrer en Allemagne. Je me retrouve seul. Je m'intègre à des mouvements écologistes mexicains. Là, mon éléphant, comme vous pouvez le voir, il s'est refait une belle santé. Désormais, je suis El Franchute qui a fait 30 000 km sans argent. Moi, superstar. J'écrase littéralement tout le monde autour de moi. J'essaye de monter plein de projets. Mais à chaque fois, ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Je m'énerve, je m'agace. Et au final, au bout du compte, je me retrouve seul avec mon éléphant. Je commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Coup de chance, je rencontre un Français qui sort de Vipassana. Vipassana, c'est un centre de méditation où on peut méditer pendant 10 jours, 10 heures par jour et en silence. Et en plus, c'est gratuit. Je fonce sur l'occasion. À Vipassana, j'apprends à calmer mon esprit, je m'apaise. Ça me permet aussi de prendre un petit peu de recul sur tout ce qui s'est passé. Vipassana, ça veut dire observer la réalité telle qu'elle est. Et là, je me rends compte que pendant tout ce temps-là, je m'étais focalisé sur le changement. Changer les autres, changer nos modes de consommation, changer, etc., etc. Mais que je n'avais pas bien pris le temps d'observer le monde tel qu'il était, de l'embrasser comme il était, et encore moins de l'accepter. Là, c'est la grosse claque du voyage. Je me rends compte que j'ai été dans l'erreur tout ce temps-là. C'est aussi à ce moment-là que je prends conscience de mon éléphant. Oui, j'ai un mastodonte derrière moi. Très utile, il m'a permis d'avancer, il m'a permis de faire ce voyage, de braver les obstacles. Mais au moment de commencer quelque chose de collectif, ça devient un obstacle. Là, c'est moi en train de méditer. 7e claque. Yasmine, une adorable petite Mexicaine. Nous tombons amoureux et nous décidons de faire la route ensemble. Alors avec elle, mon éléphant doit se faire encore un petit peu plus petit pour faire de la place à son éléphant à elle. Je m'adapte, je change pour quelqu'un d'autre. C'est une grosse révolution. Pas complète cependant. On n'a pas envie de laisser tomber cette histoire de vie sans argent. Mais on se dit qu'on pourrait la rendre plus pérenne. Et si on faisait un éco-village sans argent? L'idée m'enchante. On hésite entre le Mexique et la France pour finalement choisir l'Hexagone. Si le monde est dans cet état-là, c'est surtout à cause des Européens. C'est là qu'il faut agir. Nous tendons nos pouces direction la Floride et ses voiliers. 2 mois plus tard, Yasmine est en pleurs. On nous interdit l'accès au port. On doit se cacher de la police pour trouver un coin pour dormir et on est affamé. Elle m'implore de prendre l'avion pour rentrer en France. L'avion. Alors je sais qu'il y a eu un speech un peu plus tôt qui a dit qu'au final, envoyer des mails ou faire des recherches Google, ça polluait plus que l'avion. Mais pour moi, à ce moment-là, l'écolo chevronné que je suis, c'est pas moyen. Mon éléphant se dresse de toute sa hauteur.
Mon empreinte écologique ne peut pas monter en flèche comme ça. Mais face à lui, il y a l'amour. Je suis terriblement amoureux. Et du coup, je cède. Nous faisons du stop jusqu'à New York. Nous montons dans l'avion. Et 7 heures plus tard, je me retrouve en France. J'avais mis 11 mois pour faire l'aller. Là, mon éléphant, je ne sais pas où il est. Je crois qu'il n'a pas passé le portique de l'aéroport. Et j'arrive en France par la petite porte. Je ne suis pas le mec sans argent avec mon étiquette chérie qui en impose à tout le monde. Je suis juste quelqu'un comme les autres qui a envie d'un monde meilleur et qui ne sait pas forcément trop comment faire. Et je me rends compte que pour commencer un projet collectif, ce n'est pas plus mal. 8e claque. On retrouve Raphaël, sa copine et leur enfant. On décide de faire le projet ensemble et on l'appelle Eotopia, en chemin vers l'utopie. On trouve un groupe de 23 personnes et on trouve même un terrain de 17 hectares dans le sud de la France. Alors là, moi, je suis à nouveau, bon, ça y est, cette fois-ci, c'est le projet qui peut changer le monde. On va pouvoir montrer au monde comment est-ce qu'on peut vivre différemment, plus écologiquement. Mon éléphant s'est refait une belle santé. Et je pense que ce discours ne vous est pas étranger. Et là, encore une fois, je déchante assez vite. Sur les 23 personnes, il n'y en a que 3 qui restent sur le terrain avec moi. Les autres ont besoin de plus de confort. Et il y a le maire aussi. Il n'est pas très enchanté de voir une bande de hippies débarquer sur ses terres. Il nous interdit le permis de construire. L'hiver arrive et je me retrouve seul, avec Yasmine enceinte. 9e claque. Ada, ma fille, arrive au monde. Le lendemain de l'accouchement, je vais dans un magasin et pour la première fois en 5 ans, j'achète des choses. C'est très perturbant comme expérience pour moi. D'un coup, j'ai le choix, je peux prendre des choses que je veux, les mettre dans un sac et les payer avec de l'argent. Très perturbant, mais j'y attache pas trop d'importance quand même. Je me rappelle de la sagesse des Marocains, qui m'avaient dit qu'il n'y a pas de vrai changement sans lâcher prise. Je lâche prise alors, sur mes convictions, mes idéaux, et je me concentre sur les nécessités vitales de ma fille. Et étrangement, l'horizon s'éclaircit. Mon éléphant a fait de la place pour un petit bout de chou qu'il tient dans la main. Un fermier nous contacte. Il a 11 hectares, 3 bâtiments, 2 sources et il a envie de faire le projet avec nous. Là, malheureusement, mon éléphant, il se regonfle d'un coup. Le projet Utopia n'est pas mort. Je peux encore changer le monde. Je peux encore montrer aux autres comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Je saute sur l'occasion. Le fermier, cependant, a des attentes et aussi quelques problèmes économiques. Je ne veux rien savoir. Pour moi, le projet doit se faire sans argent, sans ceci, sans cela. Je suis une porte fermée, pétrie de bonnes intentions, mais fermée quand même. Au bout de 2 mois, le projet capote et je me retrouve à nouveau seul, ou presque, avec Yasmine, courageuse, qui me soutient, et notre fille. 10e claque. C'est la dernière. Enfin, je m'en suis pris plein d'autres et je m'en prends encore. Mais pour ce soir, ce sera la seule que je vais vous raconter. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce projet. J'ai l'impression que tout va bien. Sur le papier, on a envie de changer le monde, on a plein d'idées géniales. Sans argent, ouvert à tous, quel est le problème? Yasmine me donne une piste. Peut-être que je suis trop attaché à cette idée de sans argent. On pourrait demander à des gens de nous aider. Quoi? Pour moi, il n'y a pas moyen. Si j'ai fait tout ce voyage, si je suis ce que je suis à ce moment-là, c'est parce que j'ai arrêté d'utiliser de l'argent. J'y crois dur comme fer. Si je suis une bonne personne, c'est grâce à ça. Mais je vois Yasmine, et surtout je vois Ada, notre fille, qui commence à faire ses premiers pas, valdinguer d'un endroit à un autre. Et je me dis qu'elle mérite quand même un endroit pour grandir. Et je me résigne. À ce moment-là, 2 personnes nous contactent et ils peuvent nous avancer des fonds pour acheter un lieu, pour que le projet existe. Je lâche prise sur cette conviction qui me construisait. Je pensais que c'était celle qui me construisait. Et l'horizon s'éclaircit à nouveau. Aujourd'hui, le projet Utopia existe. Ça fait 2 ans. Nous avons 7 résidents, bientôt 10. Nous ne vivons pas sans argent. Nous faisons plein de choses cool que je ne peux pas vous raconter maintenant, parce qu'il n'y a pas le temps. Mais le fait est que nous ne vivons pas sans argent. Je n'ai pas l'empreinte écologique aussi basse que ce que j'aurais aimé. Nous avons l'électricité, l'Internet, nous prenons la voiture pour faire des courses. Mais nous sommes plusieurs à expérimenter ensemble. Mon éléphant a repris une taille modeste pour pouvoir cohabiter avec les éléphants des autres personnes. Et je n'ai jamais eu autant le sentiment d'avancer. Pour finir, j'aimerais revenir sur mon éléphant, enfin, sur vos éléphants, sur nos éléphants à tous. D'ailleurs, je ne sais pas, pour ceux qui ont compris, d'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un éléphant? Vous êtes balèze. Ouais, exactement, c'est l'ego. Alors, juste que l'ego, pour moi, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment compris, une notion très abstraite. Et j'aime bien l'image de mon pachyderme,
qui m'empêchent de passer par les portes qui sont déjà grandes ouvertes. Le fait, c'est qu'on a tous quelque chose comme ça derrière nous, qui peut prendre des proportions plus ou moins grandes suivant la situation. Et qu'il soit gonflé d'écologie, de bien-être animal, de solidarité internationale, ou encore de finance, de capitalisme, d'individualisme, à tes souhaits, c'est à peu de choses près la même chose. C'est très utile d'avoir un éléphant pour avancer dans la vie, pour faire face à ce monde qui est quand même souvent hostile, de s'entourer de convictions, d'être fier. Mais au moment de construire quelque chose de collectif, pour faire les choses ensemble, pour mettre en place un changement à plusieurs, ce que j'ai surtout appris, c'est que c'était nécessaire d'apprendre à se dégonfler. Merci.